Donc bonjour à tous, merci, bienvenue donc dans Influxio Talk. Aujourd'hui, on reçoit Bruno Maltor qui est un vlogueur qui fait ça maintenant depuis de nombreuses années. Et donc j'avais vraiment à cœur de pouvoir l'interroger sur sa vision de la creator economy et la manière dont il peut exercer son métier aujourd'hui. Donc n'hésitez pas, si le contenu vous plaît, à le liker, à le commenter et aussi à le partager. Évidemment, à vous abonner si ça vous a plu, sachant qu'on met à peu près une vidéo par mois aux alentours du 15 de chaque mois. Salut Bruno. Salut, merci pour l'invitation. Eh ben, avec grand plaisir, ça me fait très plaisir que tu viennes nous voir aujourd'hui. Tu viens d'où actuellement? C'est quoi ton dernier pays Je viens dans de lequel passer un bon mois au Japon. Ouais. C'est vrai que c'est un pays qui m'intéresse et y passer plusieurs semaines, un mois, c'est une chance Ouais. via mon métier. Ça prend beaucoup Ah ouais, d'énergie, bien sûr. beaucoup de moyens et tout, mais c'était incroyable. Donc le pays du soleil levant pendant un mois. Tu y étais allé une autre fois en 2024, non? Exactement. En plus, ouais. J'y ai passé un mois aussi. Donc là, c'est vraiment le but à chaque fois, c'est de montrer que typiquement que le Japon, c'est pas que Tokyo, Kyoto, Osaka, etc. C'est d'aller me perdre dans des petites îles, des petits Ouais, bien endroits sûr. qu'on connaît pas forcément. Oui, Et, bien sûr. C'est ce qui rend effectivement très intéressant ton contenu, c'est que tu vas plus loin simplement que les simples vitrines touristiques et tu donnes effectivement des conseils aux gens qui regardent ton contenu. Tu fais ça depuis 12 ans, c'est ça, aujourd'hui? Malheureusement, je vieillis très vite, c'est ça. Ça fait depuis le 12 décembre 2012 que j'ai créé un blog voyage, D'accord. sans aucune prétention aucune, Ok. évidemment, à la toute base. Et c'est devenu mon métier en 2014. D'accord. Donc ça fait 11 ans que c'est mon métier que d'être blogueur voyage. Ok. Évidemment, ce métier, j'ai grandi avec. Ouais, bien sûr. Et ce métier s'est créé aussi de lui-même, j'ai envie de dire. En 2014, on ne faisait pas du tout la même chose qu'on ne fait aujourd'hui. Et Évidemment. si je continue à faire ça dans 11 ans, je ferai probablement pas la même chose que ce que je fais Ouais, aujourd'hui. bien sûr. Donc Et c'est- justement, j'avais une question là-dessus. Qu'est-ce qui a fait que pour toi, tu t'es dit, voilà, je peux maintenant en faire véritablement un métier? C'est quoi le point de bascule qui s'est fait En fait, j'avais la chance d'avoir un an d'avance dans mes Ok. études. Donc, je me suis dit, j'ai pas grand-chose à perdre que d'essayer un an à fond. Je me donne les moyens d'essayer. Je sens qu'il y a un potentiel. Il y a un projet que je peux essayer de mener avec le sourire. Tu sentais qu'il y avait un peu de traction, qu'il y Voilà. avait quelque chose qui quand même... ok. Exactement. Mais il faut Ouais. remettre les choses dans le contexte. En 2014, c'était pas du tout les mêmes business models, comme on appelle Ouais. ça. Typiquement, je faisais beaucoup plus d'affiliation. D'accord. L'affiliation, pour ceux qui connaissent pas du tout, c'est par exemple, j'ai un blog voyage qui s'appelle Votre Tour du Monde. Moi, là-bas, je suis vraiment blogueur voyage. Ouais. J'écrivais beaucoup, etc. Écrire, c'est quelque chose qui vous parle peut-être pas. Non, je rigole, mais c'est vrai qu'on le fait beaucoup moins aujourd'hui. On fait beaucoup plus de vidéos, etc., beaucoup plus visuel. Ouais. Donc, à l'époque, j'écrivais beaucoup et je faisais du référencement sur Google. Ok. Typiquement, j'écrivais un article sur que faire à New York. Mhm. Dans cet article Que faire à New York, il y avait des hôtels que je pouvais conseiller. Il y avait le City Pass de New York, Mhm. qui est une sorte de carnet qui te permet de visiter l'Empire State Building, la Statue de la Liberté, tout ce qu'on veut visiter quand on va à New York pour Ouais. une première fois. Ouais. Eh bien moi, si on passait par mes liens pour acheter ces City Pass, pour réserver un hôtel, ça vous coûtait pas plus cher, ça ne coûte pas plus cher, mais je gagnais peut-être 1%. Ouais, c'était de l'affiliation. Ouais. Exactement, ouais, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ça, c'est l'affiliation. Et ça, mine de rien, ce qui est intéressant, c'est que c'est de l'argent passif. Donc, c'est-à-dire que tu peux dormir. Et si ton article est bien référencé, tu peux gagner quelques euros si quelqu'un réserve via ton Ouais. lien, etc. Et c'était hyper intéressant. Et je me disais, OK, je commence à gagner quelques centaines d'euros. C'était Ouais. vraiment pas des milliers d'euros. C'était pas énorme. Mais tu Mais sentais je me- que c'était une source de Ouais, revenus. Ouais. Ça Ouais. grimpait tout doucement. Ouais. J'étais étudiant au tout début. Je voyais que ça grimpait et je me suis dit, j'ai pas grand chose à perdre. Je prends un an de ma vie. J'essaye à fond et on verra ce que ça donnera. Et D'accord. bah, pour le coup, ça fait 11 ans que c'est mon métier à fond. Aujourd'hui, j'ai des gens qui m'accompagnent. Aujourd'hui, on est dans une vraie créateur Ouais. économique grâce à des gens comme toi notamment. Et c'est hyper stimulant et c'est la meilleure décision que j'ai pu prendre de ma vie probablement parce Ouais, que c'est ouais, ce bien qui sûr. me mène à ce que je suis et ce que je fais aujourd'hui. Parce que si on retourne en 2014, il y avait déjà effectivement des créateurs qui faisaient du contenu vidéo sur les voyages un peu qualitatif. Très peu. Très peu. Hein. Très peu, franchement. Déjà aussi, en 2014, il n'y avait pas de petits drones. Ouais. Moi, j'avais les premiers drones, ça me prenait un sac à dos entier. Tu sais, c'était D'accord, vraiment ouais. les galères. Je me rappelle Ouais. partir en Nouvelle-Calédonie avec des énormes stabilisateurs, des gros drones, pour une qualité pas incroyable en Ouais, plus. c'était le début. Ça s'est vraiment Mhm. révolutionné sur les 10 dernières années Ouais. aussi, sur le côté vidéo et transportabilité des équipements. Donc en 2014, on était vraiment en prémisse des prémices, même pour la blogosphère voyage. Mhm. Mais de façon générale, je pense que la creator economy, elle s'est vachement structurée en 2017, 2018, 2019
Avant, c'était un peu le Far West. On savait pas trop où on allait. Encore aujourd'hui, des fois, on sait pas trop où on va. Alors, en 2014, c'était... Non, mais en fait, la question que je voulais te poser d'ailleurs, qui est liée à ça, c'est comment on fait pour rester aussi endurant, en fait, pendant tant d'années, en se disant, parce que les débuts, forcément, ont dû être quand même un peu compliqués. Bien sûr, Tu as eu tes premiers abonnés, etc., tes premiers vues. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, allez, je poste à contenu régulier, avec toujours cette exigence qualitative. Qu'est-ce qui a fait que tu as pu trouver cette ressource pour justement être endurant sur toutes ces années-là? Je pense qu'il y a plusieurs critères à prendre en compte quand on veut se lancer en tant que créateur. Le premier, c'est qu'il faut vraiment, mais vraiment être passionné de ce dont on va parler. Si tu n'es pas passionné, par exemple, il y a plein de gens qui sont déjà lancés dans la créateur économique côté voyage pour avoir des nuits d'hôtel gratuites, etc., gratter des trucs. C'est pas la bonne motivation. Le ROI est dégueulasse. Tu passes des dizaines, des centaines d'heures à créer du contenu pour gagner une nuit d'hôtel à 80 € potentiellement. Je ne conseille pas ça. Moi, j'ai toujours été passionné du voyage. Pour l'anecdote, et c'est une vraie anecdote, mes parents avaient mis une carte du monde à côté de mon lit quand j'avais 4 ou 5 ans. Mais une immense carte du monde. Et pour moi, c'était Disneyland Paris. Je voyais des noms de capitales de partout. Et j'ai commencé à apprendre le nom de toutes les capitales de tous les pays du monde à 5 ou 6 ans. Je demandais à mes parents de me faire réciter. Donc moi, le voyage, depuis vraiment tout petit, et la découverte du monde, la confrontation avec d'autres cultures, etc., ça a toujours été ma passion numéro 1, ce qui m'a animé. Et je pense que déjà, c'est le premier conseil et le premier hack que j'ai eu, c'est de parler de quelque chose qui m'anime au quotidien. Oui, parce que ça peut paraître évident, mais en fait... Tout le monde aime voyager, mais il y a vraiment bouffer ça matin, midi et soir, c'est différent. Oui, bien sûr. Il faut être réellement passionné pour pouvoir garder cette endurance. Ouais, et ce sourire quand tu te lèves le matin, parce qu'en fait, quand tu fais des vidéos, etc., moi, je fais pas mal de vidéos aujourd'hui. J'ai un écosystème d'un peu plus de 2 millions d'abonnés, dont environ 500 000 sur YouTube. Et sur YouTube, je raconte des histoires. Je parle pas de ma vie, mais je raconte vraiment des histoires, des destinations. Si t'es pas passionné par ça, ça se remarquera très vite. C'est clair. Et il faut se lever à 6h du mat, se coucher à 23h en ton âge. C'est un métier qui est incroyable, mais qui impose, en tout cas moi comme je le vois et comme je le réalise, qui m'impose pas mal de contraintes niveau temps, énergie et tout. Et encore plus, j'ai envie de dire, à l'époque, tu n'étais pas porté vraiment par un algorithme qui te... Voilà, tu étais vraiment obligé d'avoir cet aspect communauté qu'il fallait fonder de zéro, quoi. Exactement. C'était d'autant plus difficile à l'époque. Et la deuxième chose à prendre en compte qui est hyper importante, c'est que être créateur, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Et moi, typiquement, j'ai fait un marathon l'année dernière, celui des JO de Paris. Je l'ai terminé, bien évidemment, ne vous inquiétez pas pour ça. Mais en vrai, c'est exactement ça. Un marathon, tu le prépares en plusieurs mois. Et c'est plusieurs séances qui vont faire en sorte que tu seras prêt le jour J. Et c'est exactement pareil quand tu es créateur. C'est plusieurs contenus que tu vas poster sur le long terme qui vont faire que tu vas pouvoir créer ta communauté, l'engager, la rendre fidèle, développer tes valeurs, faire en sorte que les gens les comprennent, etc. etc. Moi, ça fait 5-6 ans que je poste une vidéo par semaine sur YouTube. Et en fait, la question, c'est pas est-ce que je fais une vidéo cette semaine? La question pour moi, c'est quelle vidéo je fais cette semaine? Et le fait d'avoir un rythme que je m'impose et donc ce côté marathon, entraînement constant, etc., ça fait que il y a un effet boule de neige. Et donc, parfois, il y a des vidéos qui marcheront un peu moins, mais évidemment, mais parfois, il y a des vidéos qui explosent. Là, par exemple, j'ai fait une vidéo qui a fait plus d'1 million de vues. Un documentaire sur la mer d'Aral. Donc, c'était le quatrième plus grand lac au monde, qui faisait la taille de l'Irlande. Il a disparu à 90%. Et je raconte cette histoire. C'est au fin fond de l'Ouzbékistan, etc. Ça fait plus d'1 million de vues. Ça m'a rapporté des dizaines de milliers d'abonnés. Des fois, il y a des vidéos qui feront un peu moins de vues, etc. Mais c'est vraiment le côté, je garde ma fréquence. Évidemment, je m'entoure aussi pour pouvoir garder une qualité, c'est hyper important. Donc, c'est des frais, c'est important. Enfin, chaque vidéo que je fais me coûte des milliers d'euros. Mais c'est ça qui me permet de pouvoir être régulier, être qualitatif quand même et faire en sorte que les gens qui me suivent soient aussi contents de la fréquence et de la qualité. Et justement, à ce propos, aujourd'hui, on entend beaucoup de personnes qui recommandent de faire beaucoup de volume, finalement, quand on se lance. Si tu devais quand même choisir entre volume et qualité, finalement, quel serait ton choix, tu vois? C'est compliqué. Je pense qu'aujourd'hui... En fait, sur YouTube, on voit de plus en plus de créateurs qui sortent une seule vidéo et l'algo de YouTube semble de plus en plus mettre en avant la qualité au détriment de la quantité. Donc, je pense qu'il ne faut pas se dire que je vais faire une vidéo par jour sur YouTube, etc. Je pense qu'il faut avoir un objectif qui reste atteignable. Il y a des gens qui conseillent de faire une vidéo par jour pendant 30 jours sur Instagram ou TikTok. Moi, je pense qu'il vaut mieux se dire j'en fais 2 ou 3 par semaine, des Reels ou des TikTok, et savoir que tu vas tenir ton rythme sur plusieurs mois plutôt que de te cramer très vite et presque même potentiellement de te dégoûter.
Je pense que c'est un peu à l'américaine de vouloir bombarder, mettre une vidéo par jour, etc. Je comprends l'intérêt comme je te le disais, c'est pas une question de est-ce que je fais et si je fais, c'est je dois faire donc je fais. Ouais. Ça c'est cool, mais peut-être qu'il faut trouver un juste milieu en fonction de. Pour rester endurant justement un minimum, quoi. Ouais, parce que souvent les gens qui commencent, moi j'ai commencé comme ça, hein, j'avais un métier à côté. Donc je peux pas y consacrer 6-7 heures par jour comme moi je le fais aujourd'hui. Ouais. Quand tu as un taf à côté, tu peux pas. Ah oui. Donc je pense qu'il faut trouver un juste milieu. Par contre, ce qui est intéressant de faire, il y a un créateur que j'aime beaucoup qui s'appelle Harddisk, qui est un peu le roi de la data en France. Lui, il va tester 4-5 formats. Et si ça marche, il continue. Si ça marche pas, il va pas se battre avec le format. Il en essaye un autre, etc., etc. Et d'ailleurs, est-ce que toi, aujourd'hui, tu es capable de savoir à l'avance si une vidéo va particulièrement bien marcher ou ça reste encore quand même les arcanes de YouTube? Il y a des formats qui marchent franchement bien et je sais qu'ils vont marcher. Par exemple, j'ai un format qui s'appelle Vivre à, où je vais rencontrer un ou une Française qui habite à l'étranger depuis X années. Par exemple, à Tokyo depuis 10 ans. C'est un format, franchement, je sais qu'il fait des centaines de milliers de vues quasiment tout le temps. Évidemment, après, si je fais ça, j'en sais rien, au fin fond du monde, dans un endroit qui intéressera personne, ça marchera un peu moins. Mais c'est une question d'angle et je pense qu'on peut toujours trouver des solutions. Après, des fois, les réseaux évoluent drastiquement. Ce qui marche sur Instagram en Reels aujourd'hui ne marchait pas forcément il y a 1 ou 2 ans, ne marchera peut-être plus dans 1 ou 2 ans. Donc quand même, il faut suivre les tendances générales. Typiquement sur YouTube, aujourd'hui, je fais des vidéos qui peuvent durer quasiment 1 heure. C'était pas le cas il y a 2 ans. Tu es obligé effectivement d'aller au... de pousser. Et de suivre, exactement. Donc je pense qu'il faut vraiment suivre les tendances, mais... il y a quand même des petits hacks qu'on peut, si on fait de la veille, suivre, que ce soit en France ou... Parce que le marché français, franchement, de la creator economy est incroyable. Pour en suivre quelques-uns, je trouve qu'on a on est à maturité sur la qualité des contenus. On a beaucoup de créateurs incroyables qui font beaucoup de belles choses. Il faut quand même le dire quand c'est bien aussi sur la qualité de façon générale. Il suffit de suivre quelques créateurs qui nous inspirent pour voir les quelques tendances. Sur le marché anglophone, moi, il y a une chaîne qui me plaît beaucoup qui s'appelle Yes Theory. Yes Theory, ils font des formats de plus en plus longs. Et pareil, ils vont un petit peu au bout du monde, trouver des tribus qui sont genre pas du tout connues, etc. Pour faire découvrir des choses un peu improbables. Puis maintenant, il y a aussi une fonctionnalité sur YouTube qui traduit les vidéos dans toutes les langues. Donc ça, je crois que c'est encore un peu c'est encore les tout débuts. Mais il paraît que ça se développe pas si mal et que peut-être dans 2 ou 3 ans, on pourra toucher le monde entier. Parce que c'est vrai que moi, je parle en français sur mes contenus. Ça sera intéressant de voir ce que ça donnera. Et est-ce que tu as déjà eu peur tout simplement de tout perdre et notamment je pense au Covid où du coup tu as dû être empêché quand même de faire tout ce que tu voulais. Comment tu l'as vécu ça, cette période-là? C'est vrai que quand tu es blogueur voyage et qu'on te dit que tu vas devoir rester chez toi pendant une durée indéterminée, tu te dis bon c'était sympa, j'ai bien rigolé quelques années, mais oui, parce qu'on savait pas quand est-ce que ça finirait. Donc, exactement. Après, je me suis quand même dit bon, on va pouvoir voyager à minima en France et en Europe. Donc, j'étais pas si pessimiste. Je me disais que dans tous les cas, moi, j'aime beaucoup mettre en avant la France. Je le faisais depuis déjà très longtemps et je le fais encore aujourd'hui énormément parce qu'on a quand même un terrain de jeu qui est incroyable. Et je trouve ça cool même quand je voyage, d'essayer de rester le plus possible au sol. Et pour ça, quand tu es en France et en Europe, c'est quand même un peu plus simple que quand tu vas au Japon, où évidemment, même si je pars un mois, j'ai dû y aller en avion. Donc, j'essaie quand même de transmettre un peu ce genre de réflexion sans être du tout mon réalisateur, chacun fait ce qu'il veut. Mais donc, pendant le Covid, j'en ai profité pour faire des projets. Et encore une fois, c'est la chance d'avoir une communauté. C'est que j'ai créé un jeu de société, par exemple. Et ça, en fait, c'est quelque chose qu'on peut considérer comme un produit dérivé aujourd'hui, mais en dehors même du côté budgétaire, parce que franchement, ça ne rapporte pas des milliers et des cents de faire un jeu de société, encore moins que les bouquins, parce que la TVA sur les jeux de société est à 20% versus 5,5% sur les bouquins. Donc moi, je faisais vraiment pas ça pour le côté monétaire, mais mine de rien, je me suis dit, j'ai 2-3 mois bloqués chez moi, qu'est-ce que je peux faire? Je suis quelqu'un qui aime jouer à des jeux, ça rassemble les gens, c'est toujours des bons moments pour me concernant les jeux de société. J'ai cette passion du voyage. Souvent, les jeux de société dans le voyage, c'est que de la culture G, etc. Il y a peut-être moyen de trouver un truc un peu plus original, un peu plus marrant. Axé sur le voyage un peu. Exactement. Et ça avait cartonné. On avait fait 20 000 ventes en l'espace de 2 ou 3 mois. Donc, c'était hyper intéressant. Mais peur de tout perdre, franchement, ça m'est jamais vraiment arrivé. Parce que j'ai quand même je pense que j'ai mes valeurs qui ne concernent que moi, mais que j'ai toujours respectées aussi. Typiquement, il y a des marques qui m'ont déjà contacté pour des collaborations. Même si c'était un chiffre énormissime qu'on me proposait, je refusais directement. Parce que je trouve que quand tu vises long terme, quand ta communauté te suit pour des raisons principales, enfin vraiment pour des choses qui leur sont chères et elles sont affinitaires avec ce que tu retransmets, il faut respecter ça.
Et j'ai toujours visé le long terme plutôt que le court terme. Ouais. J'ai toujours visé des collabs où je me disais, j'en suis fier et je serai dans 5 ou 10 ans pas un peu honteux de me dire, ah, j'ai bossé avec telle marque, etc. Et ça, je trouve que c'est un peu aussi un des secrets pour durer, c'est de faire attention à toutes les collabs qu'on fait, Ouais, de ne pas penser que court terme. Vis-à-vis de ta communauté, c'est clair que, ne serait-ce qu'en termes de cohérence avec ton image, tu peux pas. Exactement. Moi, Ouais. typiquement, même si j'en parle rarement sur les réseaux, mais j'en parle parfois, je suis végétarien depuis 2016, donc ça va faire bientôt 10 ans. Même si Charal débarque et me dit on te donne 10 millions d'euros, je dis non tout de suite parce que ça ne fait pas sens et que moi je me dis non, j'ai pas envie de promouvoir ça sur mes réseaux. Et donc voilà, ça fait partie des quelques trucs je pense qui font qu'on dure dans le temps et qu'on n'a pas forcément peur de perdre tout du jour au lendemain. Voilà. En plus, il y a un autre truc aussi qui est assez bête, mais moi j'ai jamais partagé ma vie privée, etc. Donc je pense que ça me protège un petit peu de tout ça. J'ai pas peur de me dire tout dépend de la mise en avant de mon couple ou de si j'ai un enfant, de le mettre en avant de temps en temps, etc. Moi, je suis là pour parler de voyage. Les gens qui me suivent parce que je parle de voyage avec un ton spécifique, mais j'ai jamais eu peur de tout perdre. Et d'ailleurs, à ce propos, il y a peut-être quelque chose. En tout cas, j'ai vu que tu avais fait un post sur le sujet sur LinkedIn, sur l'intelligence artificielle. Exact. C'est vrai que tout le monde en parle. On voit qu'il y a quand même des choses assez extraordinaires qui peuvent être générées grâce à l'IA, des vidéos incroyables. Quel est ton avis là-dessus ? Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu penses vraiment que c'est un risque pour les créateurs de contenu ? Est-ce que tu penses qu'ils vont évoluer en parallèle des créateurs de contenu. Bien sûr. Ou est-ce que c'est une vraie menace sur le métier ? L'IA, on peut le diviser en plein de sujets, mais parce que c'est un vaste sujet déjà. Moi, je suis pas du tout contre l'IA de base, en tout cas. Je m'en sers parfois au quotidien pour faire des recherches, améliorer potentiellement des scripts, etc., etc. Donc, je suis pas contre l'IA. Moi, ce qui m'a plus dérangé sur le post LinkedIn que j'avais pu faire et qui avait d'ailleurs touché 3,5 millions de personnes, donc c'est un sujet qui parle à beaucoup de gens, c'est que là, il y a un voyagiste assez connu qui a créé une IA, visuellement parlant. En plus, tu sais, c'est un peu le cliché. C'est la belle blonde. Déjà, je trouve qu'il y a plein de sujets par rapport à l'IA. On fait que des gens sexy, mignons, etc. C'est pas la personne normale, on va dire. Bon, ok. Il y a déjà ce petit sujet, mais bon. Moi, ce qui me dérange plus, c'est que cette IA, ce voyagiste va la faire voyager. Évidemment, c'est une IA, donc elle n'existe pas et elle n'est pas réelle par définition. Et donc, elle va partager des bons plans, des conseils, etc. Alors qu'elle n'est pas basée sur quelque chose de factuel. C'est en ce sens que je me sentais un petit peu... je sais pas, boomer potentiellement, mais je me disais, c'est quand même pas quelque chose qui me paraît pertinent. Et ça a touché beaucoup de gens. Alors, il y en a qui m'ont dit, ouais, mais alors quand on lit un roman, j'entends tous les points et c'est ça qui est hyper intéressant avec le débat. C'est, moi, je lis un roman, c'est aussi quelque chose qui est virtuel et pourtant, ça peut me donner envie de voyager à tel endroit, etc. Mais là, en fait, l'IA, on n'indique pas encore clairement que c'est de l'IA, typiquement. Parce qu'il y a un problème. Et ce voyagiste ne dit pas vraiment dans la description ou même sur l'image, ça devrait être indiqué sur l'image probablement que c'est de l'IA. Donc en fait, on pourrait très bien croire que cette personne existe vraiment, qu'elle est vraiment allée dans tel endroit au Mexique, etc. Et ça, moi, je trouve que c'est un vrai problème. Et d'ailleurs, il y a une proposition de loi sur le sujet, justement, pour bien distinguer contenu IA du contenu humain. C'est clair que ça me semble absolument indispensable qu'on puisse faire la distinction, justement pour éviter des contenus trompeurs. Mais c'est vrai que l'IA aujourd'hui... on sent, si tu veux, que dans quelques années, elle pourra aller encore plus loin. La question, c'est est-ce que toi, tu penses l'utiliser en tant que créateur de contenu comme un outil ? Est-ce que tu vois des applications dans ton métier ? J'ai une anecdote que je peux raconter en 1 minute qui est assez négative là-dessus. Moi, comme je le disais, je m'entoure de beaucoup de gens pour faire mon travail aujourd'hui, ce qui me permet de garder une qualité et une quantité de production, comme on disait un peu plus tôt. Et donc, je bosse avec des journalistes. J'avais bossé avec un journaliste qui bosse chez Europe 1, donc c'est quand même pas non plus un truc, on va dire, qu'on connaît pas, etc. Et un jour, j'étais parti en Martinique pendant quasiment un mois aussi pour créer des contenus, notamment sur YouTube. Et j'avais un format qui s'appelait 10 choses qui rendent la Martinique assez unique au monde, mais vraiment des choses qui vont différencier la Martinique d'autres parties du monde. Et donc, ce journaliste, je l'avais fait bosser sur le sujet. Et à un moment, dans le script qu'il m'avait proposé, les petites idées qu'il m'avait proposées, il me disait qu'il y avait une cascade où avait été tourné Pirates des Caraïbes. Moi, je suis quand même quelqu'un de curieux. J'avais fait plein de recherches sur la Martinique de mon côté. J'avais pas trouvé cette info. Et ça m'étonnait parce que normalement, je sais trouver les infos. Bon, moi, j'ai pas de réseau. Je suis au fin fond de la Martinique, face à la cascade. Je me dis, bon, je vais tourner ma séquence et puis on verra plus tard. Je lui poserai la question de la source et tout. Je tourne ma séquence, je reviens à la civilisation, j'écris à ce journaliste et je lui dis, par contre, c'est quoi ta source, s'il te plaît, parce que je trouve pas.
Et là, il me dit, ah, attends, je suis avec ma copine, je te recontacte. Je suis en mode, wow, hyper bizarre comme réponse, mais je te laisse un peu de temps, il n'y a pas d'urgence, ça va. Et le lendemain, il me dit, bon, écoute, j'ai pas retrouvé ma source précise, mais bon, t'inquiète, c'est sur le chat GPT, donc c'est OK. Ouais. Mais en fait, faut pas faire ça. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, ChatGPT, alors ça sera peut-être moins le cas dans les mois, années à venir, mais il voit Martinique, il dit OK, cette partie-là du monde, donc les Caraïbes, et donc il va confondre la Martinique avec une autre île qui est peut-être qu'à 100 km à vol d'oiseau, où il y a eu vraiment le tournage du les fameuses hallucinations des IA. Exactement. Donc ça a été en fait une fake news que j'ai failli propager à cause d'un journaliste qui avait utilisé l'IA et qui l'avait mal utilisé pour le coup. Encore une fois, par contre, c'est juste un petit exemple pour dire qu'il faut faire attention. C'est pas parce que c'est écrit sur ChatGPT ou Perplexity ou Mistral pour un peu supporter la France et l'Europe, que c'est forcément vrai. Bien sûr. Donc, il faut vraiment faire très très gaffe à ce qu'on en fait et toujours fact-checker chaque information, même si ça provient de l'IA, et même demander à l'IA quelles sont tes sources directement. Aujourd'hui, on peut le faire. Mais encore une fois, je ne suis pas contre l'IA. Il y a plein de choses qu'on peut en faire qui sont incroyables. Il y a plein de créateurs qui utilisent l'IA aujourd'hui pour un peu illustrer les propos quand ils racontent des histoires d'un cambriolage dans les années 50 et tout. Je ne suis pas contre ça. Juste, par contre, faut, je trouve l'expliciter, annoncer et faire attention à ce qu'on lit sur l'IA encore aujourd'hui. Encore une fois, ça évolue très vite par contre. Oui, ça c'est clair. Il y a plein de gens qui disent « Oui, mais alors la fille dont je parlais donc, sur l'image de l'intelligence artificielle, j'arrive à voir qu'elle est fausse, mais rendez-vous dans 6 mois. » Et encore pire, demandez à vos parents s'ils s'en rendent compte. Il y a 99% de chances que nos parents, qui sont beaucoup moins sensibilisés à ces sujets-là, fassent attention. Sur Facebook, tu as des pages qui ont des millions de fans qui ne sont que des fausses images. Non, bien sûr. Mais en fait, je pense quand même que les créateurs de contenu humains vont garder quand même un avantage. Parce que les gens, finalement, ils veulent s'identifier à des vraies personnes. Et c'est même le principe de l'influenceur. Je suis 100% d'accord. Mais alors, moi, ceux pour qui pourrais avoir peur, c'est justement les gens qui n'humanisent pas du tout leur contenu. Les créateurs qui sont dans le voyage, qui mettent entre guillemets que des beaux paysages, j'ai peur pour eux parce que des beaux paysages, on va en avoir de partout et tout le temps, etc. Donc, il y aura un enjeu vraiment d'humaniser le contenu, d'avoir un lien avec sa communauté directe. Pas juste partager des belles photos. Typiquement, mais partager aussi un peu le backstage de comment tu as réussi à faire cette photo, que tu t'es levé à 4h du matin pour aller faire la photo de ce volcan en éruption au Guatemala ou que sais-je. Mais je pense qu'il va falloir plus que jamais raconter des histoires et les humaniser. Mais ceux qui se mettent jamais en avant, je pourrais avoir un peu peur pour eux aujourd'hui. Non, bien sûr. Non, c'est clair. Et pour revenir effectivement sur tes collaborations avec des marques, est-ce que parfois tu as eu quand même le sentiment d'avoir des briefs trop, trop précis, dans lequel on te commandait, presque dans lequel tu n'avais pas véritablement de liberté. Voilà, exactement. Est-ce que tu as déjà eu ce sentiment-là ? Est-ce que tu as le sentiment que les marques font de plus en plus confiance aux créateurs de contenu ? C'est quoi ta vision là-dessus ? Alors, étant donné que je fais vraiment très attention aux marques avec qui je vais bosser, déjà, ça m'enlève quand même beaucoup de galères. Et souvent, les marques, je leur dis, voilà ce que je peux faire. Une intégration sur YouTube ou une story Instagram ou que sais-je. Voilà ce que je peux pas faire aussi. Donc normalement, c'est assez balisé de base. Mais ça serait mentir que de te dire qu'en 10 ans de travail, de métier, j'ai jamais eu des galères. Bien sûr qu'il y a des galères. Et souvent, les galères, c'est quand il y a beaucoup de gens entre la marque et 3 agences au milieu et moi à la fin. Trop d'intermédiaires. Quand il y a trop d'intermédiaires, malheureusement, la marque, elle va pas trop savoir ce que je peux faire. Peut-être que l'agence va promettre que je vais pouvoir faire tel truc, alors que moi, si on m'avait demandé tout de suite, j'aurais dit « Oula, ça n'a rien à voir, je ne peux pas faire ça. » Donc, le plus il y a l'intermédiaire, malheureusement, le plus ça peut être compliqué. Même si en avoir un par exemple, c'est pas du tout un problème. Mais quand on a 3 ou 4, t'as trop de... Voilà, il y a un souci. Donc, il peut y avoir des petites galères, mais j'ai quand même tendance à penser que plus le temps passe et plus ce marché devient mature et plus les marques comprennent aussi d'elles-mêmes parce que la génération des gens aussi qui gèrent l'influence comprend mieux aussi l'influence. C'est plus un truc tout nouveau. Attends, on m'a dit de faire de l'influence, je vais contacter ce gars-là, on verra ce que ça donne. Non, on comprend de plus en plus comment ça marche. On comprend de plus en plus comment il faut contacter les gens et les créateurs et bosser avec eux. Donc je pense que ça va dans la bonne direction. Ouais, d'accord, ok. Donc tu sens véritablement que il y a une volonté de la part des marques de faire confiance dans la volonté dans la créativité du créateur. Exact. Et pour justement faire la promotion du produit, quoi. Ouais, mais typiquement quand même il y a des trucs sur lesquels on essaye de nous avoir toujours un peu, d'où l'importance de par exemple bosser avec vos services. C'est qu'il n'y a pas plus tard qu'il y a une semaine, on m'a envoyé un contrat pour une collaboration.
si j'avais mal lu le contrat, il y avait 1 an d'exclusivité sur le secteur donné. Oui, ce dont donc on tous n'avait les concurrents pas du tout parlé. potentiels. Ouais. Et moi, je suis en mode, je comprends qu'il y ait une exclusivité. Et de toute façon, de moi-même, de par mon intégrité, je ne vais pas parler d'un concurrent le lendemain d'une collaboration avec une marque. Mais tout de même, ne me dites pas qu'il y a 1 an d'exclusivité. Donc, il faut faire attention. Il y a toujours des petits trucs de filou. Cette clause traînante, il faut faire très attention effectivement aux clauses d'exclusivité. Exactement. Parce que c'est vrai qu'on a vu souvent au cabinet ce cas-là justement dont tu parles, de mettre des clauses d'exclusivité auxquelles on ne prête pas forcément attention. Et en fait, on s'aperçoit que ça t'empêche toute possibilité de collaboration avec des marques. Ouais, et puis surtout, ça a un coût. Donc, si on te parle d'une collaboration, tu vois, à X centaines, X milliers d'euros, et qu'on te parle pas d'exclusivité, mais qu'on te rajoute 1 an d'exclus derrière, t'es en mode, attends, très bien, faisons une exclus, mais dans ces cas-là, il va falloir revoir ensemble les budgets, etc. Ouais, parce qu'en général, c'est ce qu'on voit dans la pratique, c'est 3, 5, une semaine. 3-5 jours, une semaine, avant et après le poste, mais pas évidemment 1 an, c'est clair très que compliqué. C'est problématique. Mais, donc il faut bien lire les contrats, ça pour dire ça. Et vous le faites, je crois, en service. Oui, on le fait, mais est-ce que tu as eu d'autres problèmes justement avec des marques sur des problématiques juridiques en dehors du côté contrat, qui est franchement principal aujourd'hui, puisque chaque collaboration implique un contrat, je trouve que je m'en sors pas si mal. Franchement, ça va. Et justement, il y a un point aussi qui est important, c'est tout ce qui concerne les cessions de droits sur tes contenus. Aujourd'hui, comment tu t'organises à ce niveau-là ? Est-ce que tu cèdes systématiquement tes contenus ou alors est-ce que tu négocies, j'imagine, quand même la cession de droits ? C'est quoi, toi, ta pratique là-dessus ? Ouais, effectivement, aujourd'hui, j'estime que mon image et mes 10 ans de travail pour en arriver là, ça a une valeur. Bien sûr. Donc ça, c'est ce que je pense. Et donc, quand une marque me dit de façon hyper naïve, on va dire, coucou, on voudrait réutiliser ta vidéo, on est vraiment trop sympa, on va te faire être plus connu, etc. Moi, je me dis, attends, c'est surtout que vous allez utiliser mon image pour pouvoir être plus connu vous, bien sûr. parce que c'est sur vos réseaux, etc. Donc souvent, ce qui est entendu, pour être totalement transparent, c'est qu'on va prendre... On va dire, OK, quel est le budget ads que vous allez mettre sur TikTok ? J'ai n'importe quoi, 500 €. OK, et ben moi, je veux un pourcentage de ces 500 € Bien sûr. pour pouvoir céder mon image. Et je trouve que c'est le moyen le plus fair de bosser avec une marque en ce sens. C'est un pourcentage du budget total. Au moins, si tu me dis que tu mets 100 €, ça sera ajusté. Si tu mets 500 €, ça sera aussi ajusté, etc. C'est pas un frais fixe. Je sais pas quels sont tes retours, toi, par rapport à ça. Je suis curieux. Effectivement, c'est vrai que les cessions de droits sur de l'ADS, en général, effectivement, elles sont négociées. Et le vrai problème des créateurs aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont pas de véritable possibilité de monitorer ça. Tu vois ce que je veux dire, de le contrôler. C'est de la confiance. Voilà, on ne sait pas en fait où va partir le budget et dans quelle proportion. Ah oui, c'est clair, parce que c'est un email où on me dit on va dépenser 500 € et moi je suis en mode OK, mais effectivement j'ai pas accès au dashboard qui me dit on a bien dépensé que 500 €. C'est ça. Et après il y a des chiffres. Si tu vois qu'il y a 20 millions de vues sur TikTok, tu te doutes qu'il n'y a pas 500 €. Exactement. Non, mais voilà, ça, c'est le principal problème. Et puis aussi, l'autre problème, c'est la réutilisation du contenu par les marques qui vont en gros prendre le contenu, le réajuster à leur sauce et qui vont le mettre sur leur plateforme. Dire et voilà. Donc ça, j'imagine, ça t'est peut-être déjà arrivé. Ouais, il y a ça. En fait, des fois, surtout, moi, je viens du monde du tourisme. Les offices de tourisme ont peut-être un peu de retard parfois au secteur de l'influence, des enjeux, de la réutilisation des images, etc. Donc j'ai tendance à penser que c'est pas fait de façon vraiment malveillante. Voilà, exactement. Mais ça peut arriver. Alors souvent, quand c'est un partenaire avec qui j'ai bossé, j'envoie un petit email parce que je veux résoudre ça à l'amiable et je veux pas tout de suite arriver avec des gros emails qui peuvent faire peur, des courriers d'avocats, etc., etc. Oui, en général, c'est pas malveillant de la part des offices de tourisme. Ça va être un gros cliché, mais souvent les offices de tourisme, c'est même des fois des stagiaires qui gèrent le CM, les pages Instagram et tout, et ils sont pas au fait du côté légal justement bah attends, ce mec est venu chez nous, je peux utiliser son image parce que c'est chez nous, donc voilà. Non, ça marche pas comme ça. Et par contre, sur le contenu, le vol de contenu, parce que ça, d'ailleurs, on s'est rencontrés pour la petite anecdote là-dessus, parce qu'effectivement, c'est un sujet qui est majeur pour les créateurs de contenu. C'est quoi, toi, ta vision ? Est-ce qu'aujourd'hui, tu considères que le vol de contenu, c'est un vrai problème ? Ou c'est un problème avec lequel les créateurs sont obligés de faire, mais qui n'est pas vraiment impactant pour eux ? Pour l'anecdote, c'est vrai que moi, donc je parlais des offices de tourisme où je suis assez sympa, on va dire. Mais moi, il y a beaucoup de marques qui m'ont déjà volé mon contenu. Et là, pour le coup, je suis moins sympa. Je vais prendre un exemple tout bête. Il y a un magasin de déco d'ameublement qui avait ouvert au Havre et qui m'avait volé une vidéo où j'apparaissais vraiment sur la vidéo. Et une vidéo il m'a fallu des mois pour la faire.
parce qu'il fallait des autorisations de tournage. C'était dans une église où personne n'a le droit d'aller normalement. En etc. Afrique du Sud, non? Non, c'était au Havre, littéralement. Ah, ok, au Havre. Et donc, un peu plus haut. D'accord, un peu légèrement. Et donc, cette église hyper Saint-Joseph, si je dis pas de bêtises, tu peux monter en haut, il y a un côté Star Wars, c'est un endroit incroyable. Ok. Il m'a fallu des mois pour obtenir les autorisations pour pouvoir aller dans cette église. Personne ne peut y aller Je normalement. vois très bien, un peu Star Wars. Exactement. Ouais, d'accord. Et donc, c'est des mois de préparation, c'est me rendre sur place, des frais, ramener quelqu'un qui m'aide à cadrer les images. C'est un projet qui me coûte des milliers d'euros, même si c'est une vidéo qui dure 15 secondes. Ah oui, bien sûr. Cette marque s'est dit, on va lui prendre cette vidéo parce qu'on va ouvrir un magasin au Havre. Et puis, c'est cool. Ça ne s'est pas passé comme ça. J'ai dû poursuivre la marque pour leur faire comprendre que mon travail a une valeur. Et ils m'ont dédommagé sur, je crois que c'était des milliers d'euros littéralement, parce que moi, j'avais dépensé des milliers d'euros aussi pour tout produire. Il y avait une session d'image, qu'il y avait un vol, etc. etc. Donc du coup, il faut faire hyper attention à ça. Et il faut arrêter de croire que parce qu'on utilise notre contenu et qu'on nous crédite, c'est une pub pour nous. En fait, c'est ça. C'est le raisonnement, en fait, il est un peu alambiqué, quoi. Finalement, quand je vais réutiliser le contenu, ça sert le créateur de contenu indirectement, mais en fait... Non. Voilà. Non. Ouais. Donc vraiment, j'invite tous les créateurs qui regardent ce podcast à faire très attention à ce sujet-là et ne pas hésiter à faire valoir vos droits en passant par... On dirait que je fais ta pub, il n'y a pas de collaboration comme ça, mais vraiment, mais vraiment, c'est hyper important. Ouais. Et d'ailleurs, c'était même pas avec vous, parce que vous n'existiez pas encore à l'époque, que j'avais contacté un avocat, parce qu'on a des droits et on n'a pas le droit de nous utiliser nos images qu'on a mis des mois, des années, avec du matos qui coûte des dizaines de milliers d'euros qu'on a acheté sur du long terme, de nous utiliser comme ça gratuitement, juste parce qu'il y a un crédit en bas d'une caption. Ça ne suffit pas. C'est ça, exactement. Et en plus, d'autant plus quand tu apparais dans le contenu. Exactement. Limite, moi, on me voyait vraiment. Ouais, c'est ça. Donc là, tu as une double violation des droits d'auteur, mais aussi de ton droit à l'image. Exactement. Donc effectivement, ça, c'est clairement problématique. Mais le gros problème, c'est que c'est le Far West, encore une fois, Internet. Et souvent, tu vois, pas plus tard que la semaine dernière, il y a quelqu'un qui a créé un compte TikTok en me clippant. Justement, j'allais te poser la question, parce que ça, c'est la grande tendance en ce moment, c'est de prendre des bouts, de faire des vues sur le dos d'un créateur de contenu. J'ai fait une vidéo sur YouTube qui a plutôt bien marché, qui est en gros 10 destinations à découvrir en 2025, des destinations méconnues qui méritent le détour. Et cette personne-là, elle a pris ma vidéo YouTube, elle l'a découpée en plein de parties et elle l'a mise sur TikTok. Et en fait, c'est des centaines de milliers de vues pour la vidéo 1, pour la vidéo 2, etc. etc. Et j'ai contacté cette personne. Je dis, s'il vous plaît, en plus plutôt sympa, j'ai pas porté plainte ou quoi que ce soit. Je dis, s'il vous plaît, enlevez ces vidéos. La personne m'a juste bloqué. Voilà. Je ne peux rien faire. C'est ça. Et en plus, elle gagne de l'argent potentiellement. Et en avec plus, les vues c'était lié à un projet de dropshipping. Je l'ai vu en bio. Ok, d'accord. Il y a un lien de dropshipping, tout ce que je déteste. Mes valeurs, etc. en PLS. Et je peux rien faire. Moi, en tant que créateur, je suis démuni face à la situation. Bien sûr. Est-ce que je vais commencer à devoir contacter les services d'avocats qui vont coûter des... Oui, après, tu peux signaler... Est-ce que tu as signalé à TikTok ou pas? Mais ça prend des jours, des semaines, et le temps que le travail sera déjà fait. C'est ça, les plateformes, elles sont pas assez réactives. Non, c'est compliqué. Et donc ça, là, je suis un peu foutu. Et en fait, là, le cas que tu présentes, je l'ai vu dans d'autres cas aussi, effectivement, mais attaché toujours à un projet, effectivement, de dropshipping. C'est-à-dire qu'on va faire du vu sur du contenu pour vendre un truc et ensuite clôturer, bloquer, et ça prendre pose l'argent. Un vrai problème parce qu'il y a peut-être des gens qui me suivent qui vont pas forcément faire attention à qui a uploadé cette vidéo, qui vont penser que c'est moi qui suis derrière ce projet-là de dropshipping. Ils vont peut-être se faire arnaquer, etc. Et on pourrait penser que c'est moi derrière. Donc, si on va encore plus loin, c'est de l'usurpation d'identité. C'est horrible. C'est horrible. Non, c'est clair. Mais malheureusement, on est vachement démunis par rapport à ça. Alors, je sais pas. J'ai tendance à penser que là, ça devrait être réglé depuis assez longtemps ce sujet et qu'il ne l'est toujours pas, que ce soit via les plateformes ou même via la loi. Bien sûr, mais ça devrait être les plateformes. Ça devrait être les plateformes puisque c'est quand même elles qui ont le plus le contrôle sur le contenu. Exactement. Et qui peuvent le faire le plus rapidement possible parce que passer par la justice, ça me prend des mois. Exactement. Donc, mais c'est dans l'intérêt des plateformes que ceci existe. Bien sûr. Pourquoi ? Parce que le clipping crée des millions de vues organiques. Et TikTok, Instagram, etc., ils sont très contents de pouvoir annoncer aux annonceurs, aux partenaires, qu'ils ont fait X milliards de vues de plus versus l'année dernière. Exactement. Donc c'est un vrai sujet, mais nous, on est un peu les personnes les plus démunies dans tout ça. Et en plus, les créateurs, malheureusement, dès qu'on ose se plaindre, il y a quand même une frange de la population qui va nous détester, quoi qu'il arrive, parce qu'on va être associé à Dubaï, etc., etc., télé-réalité, le terme influenceur...
malheureusement, il va invoquer beaucoup de choses négatives. Déjà, personne ne veut être influencé de bien base. sûr, Un être humain ne veut pas être influencé. C'est clair. Donc voilà, on n'a pas trop le droit de se plaindre. Et il y a plein de gens qui disent même que le clipping, c'est une chance pour nous. Parce que c'est de la visibilité, parce que voilà. Moi, je suis pas d'accord du tout. Non. Mais malheureusement, c'est un sujet qui est compliqué en plus à aborder en public, on va dire. Bien sûr. Comment tu as vu, toi, question sur justement, vu que ça fait 12 ans que tu vis de la création de contenu, comment tu as vu évoluer les plateformes dans les formats, dans l'évolution des formats? Est-ce que tu as vu des tendances qui se sont conjuguées sur toutes ces années? Typiquement, ce qu'on fait là, un podcast filmé, pour moi, c'est une grosse tendance de 2025. Spotify, par exemple, intègre les vidéos aujourd'hui et ça ne fait que grimper. Donc, je pense que faire des podcasts uniquement audio, c'est pas forcément la meilleure idée en 2025. Je dis pas que c'est impossible. Mais je pense il faut quand même miser sur la vidéo, bien évidemment. Oui, si on peut faire les deux, après tout, c'est mieux. Donc, moi, par exemple, j'ai commencé par écrire sur mon blog voyage. De 2012 à 2016, 2017, j'écrivais beaucoup. Aujourd'hui, honnêtement, c'est vraiment pas le plus important dans mon business model et même dans ce que je crée comme contenu en dehors du business model. Aujourd'hui, il faut vraiment jouer avec 2 formats différents. Il y a le format court vertical qu'on va pouvoir dispatcher autant sur TikTok que sur Instagram que sur YouTube et même LinkedIn aujourd'hui, qui peut être utilisé sur plusieurs plateformes. Alors, il faut quand même adapter son message à chaque réseau. Moi, typiquement, sur TikTok, je vais plus tutoyer. Sur Instagram, YouTube, même LinkedIn, quand je fais des vidéos, j'ai plus vous voyez. Bien sûr. Il y a des petits détails comme ça, je trouve, qui font qu'on peut adapter son message à la cible à chaque fois. Mais je pense que par contre, le recrutement d'abonnés, donc que tu vas avoir avec des Instagram Reels, des TikTok, etc., ça va être de la quantité, mais pas forcément de la qualité. Et moi, c'est pour ça que je reste un défenseur du format long, horizontal. Qui semble revenir en force un peu. Qui revient en plus en force. Qu'on a annoncé mort pendant longtemps. Moi, je ne l'ai jamais lâché. Parce qu'en fait, je trouve que typiquement, si je devais être 100% transparent, je préfère aujourd'hui 1000 fois avoir 500 000 abonnés sur YouTube que 5 millions sur TikTok. Parce que TikTok, ça veut un peu tout et rien dire. Ça veut dire que tu as pu hacker l'algo à un moment et bien le comprendre. Mais tes abonnés, à part dire j'ai 5 millions d'abonnés, c'est pas sûr qu'ils vont voir tes vidéos, etc. YouTube, je sais que si demain je sors un jeu de société, un projet, etc., quand je l'annonce à ma communauté YouTube, c'est la communauté la plus engagée, la plus fidèle. Notamment pourquoi ? Parce qu'il y a une stat qui est assez folle quand même dans les tendances. C'est que plus de la moitié des gens qui regardent mes vidéos sur YouTube aujourd'hui le font sur télé. Oui, justement, c'est ce que j'allais te demander. C'est dingue comme stat. Vraiment, j'ai envie de le répéter parce que c'est incroyable. Plus de la moitié des gens qui me regardent sur YouTube le font sur télé. Et c'est peut-être ça qui fait que justement les formats longs reviennent en force. Parce qu'on a tendance à rester devant sa télé plus que devant un téléphone, tout simplement. Exactement. Et surtout, tu te rends compte que c'est forcément plus quali, c'est forcément plus engageant, t'es posé. Quand on regarde la télé, quand même souvent, on est quand même un peu plus, effectivement, concentré, même si on a son téléphone dans la main potentiellement, que quand tu as des milliers de notifs qui arrivent, quand tu es sur ton smartphone dans le métro avec 20% de luminosité, des gens qui te poussent, etc. Et d'ailleurs aussi, 80% des gens qui sont sur Instagram n'ont pas le son. Bon, la télé, pour ça qu'il faut sous-titrer, etc. Voilà, exactement. La télé, tu as le son. Donc moi, je pense que c'est quand même important aujourd'hui de continuer à faire du format long. Je dis pas qu'il faut forcément produire, entre guillemets, aussi bien que moi. Il y a aussi beaucoup de contenus YouTube qui sont assez naturels, bruts, etc. Ça marche bien aussi. Mais les formats longs, faut pas les négliger. Et ça permet d'avoir une vraie communauté très engagée versus les formats courts verticaux qui sont bien aussi. J'en fais beaucoup sur Instagram et tout, mais qui permettent pas forcément d'engager sur du long terme. Moi, YouTube, c'est ma plateforme préférée. Et si on te proposait justement ce lien avec la télévision, c'est-à-dire par exemple de présenter une émission, etc., à la télévision, toi, c'est quelque chose qui te tenterait? C'est quoi ta vision là-dessus? Parce que je pense qu'à la télévision, il y a un vrai enjeu justement de rajeunir l'audience. Bien sûr. Et je pense que ça, c'est la tendance qu'on va avoir dans les années à venir. C'est des YouTubeurs qui se convertissent à la télévision. Il y a plein de créateurs effectivement qui commencent à y aller. Je pense à Alix Grousset, qui est une très bonne créatrice de contenu, qui interviewe les candidats sortants de la Starac le lendemain de leur sortie pour avoir des infos, etc. Alors, c'est une passerelle TV web parce que ça se passe beaucoup sur le web, ces interviews, mais c'est pour montrer qu'il commence à y avoir des entremêlages. Je dirais que moi, la télé, c'est pas un objectif de base parce que j'aime la liberté d'Internet. La télé, mine de rien, quand tu fais un format, tu es obligé de respecter un temps précis. Cahier des charges. Les 52 minutes, un cahier des charges aussi. Et tout ça, ça fait que je trouve qu'on a moins de liberté
que Internet. Internet, si je veux faire un format de 21 minutes, parce que je veux faire 21 minutes, je fais 21 minutes. Ouais. J'ai pas à faire 24 ou que sais-je pour correspondre à la grille des pubs, etc., etc. Ouais. La télé, j'en ai déjà fait un petit peu aussi pour l'anecdote il y a quelques années déjà. Et c'est vrai que c'est très scripté, beaucoup plus que Internet. Faut se serrer la main au milieu de l'écran, se dire bonjour, comment ça va. Je trouve qu'Internet, on a quand même un peu plus la Moins liberté naturel. Ouais, tu peux tenir la caméra, faire un check à la personne. Je trouve qu'on a une liberté édito qui est quand même plus intéressante. Ouais. Je m'éclate avec Internet, je suis un enfant d'Internet. J'ai tendance souvent à dire, moi je viens de 200 habitants en Haute-Loire. Ouais. Je suis trop content d'être auvergnat, je suis fier de ma patrie. Mais c'est vrai que sans Internet, je me serais un peu embêté quand j'étais au collège-lycée, je pense. Donc j'aime être un enfant d'Internet, j'aime grandir avec Internet, j'aime ce qu'Internet nous offre. Je dis pas que je ferai jamais de télé, mais il faut vraiment que le projet me corresponde à 200% et qu'on me laisse ma liberté de réalisateur dans un sens pour pouvoir être sûr que ça corresponde à ce que je veux faire. Je trouve qu'encore aujourd'hui, la télé est un peu trop codée par rapport à ce qu'on voit sur Internet. Oui, tu n'as pas cette liberté que tu peux avoir totale sur YouTube, même si c'est vrai qu'après, les productions deviennent toujours plus importantes. On l'a vu avec Kaizen, etc. Et c'est là où peut-être qu'il va y avoir un retour justement un peu plus de cahier justement des charges avec les frais que peuvent engager des productions immenses sur YouTube. C'est clair. Clair. Et ça, c'est un sujet d'ailleurs qui est abordé un peu avec Lumic en ce moment, il me semble. C'est que Gaspard G avait abordé, c'est un peu les subventions. Parce que c'est vrai que les créateurs, on nous taquine souvent sur le côté que la grande partie de notre business model est liée au privé, donc les collaborations avec des marques et tout. Mais nous, on aimerait justement avoir des moyens, des subventions en dehors du CNC qui peuvent nous permettre de financer des documentaires sur la disparition de la mer d'Aral, me concernant par exemple, etc. Sur les plateformes, peut-être qu'effectivement, on le voit déjà, elles commencent un peu à suivre justement les créateurs de contenu. Peut-être que ça va venir du côté plateforme. Exactement. Tous ces financements qui permettraient de faire des formats beaucoup plus, avec beaucoup plus de moyens. Et d'avoir moins de dépendance, effectivement, des fois, aux collaborations, intégration avec des marques et tout. Je pense que c'est un peu le rêve. Enfin, moi, je sais pas comment me considérer, mais c'est vrai que j'aime aller au fond des choses, des réflexions. Je fais le travail le plus quali possible, fact-checker, je bosse avec des journalistes. J'aimerais avoir un soutien parfois et pas me dire que je dépends uniquement d'une marque, etc. pour créer le contenu. Parce qu'encore une fois, la moindre production d'une vidéo pour moi, c'est des milliers d'euros. On ne se rend pas forcément compte, mais c'est des milliers d'euros. Que ce soit les frais de déplacement, le matos, payer mes cadreurs, mes monteurs, mes media makers. Vous êtes combien aujourd'hui dans On est ton entre équipe 5 et 10 de façon hebdo à bosser sur mon projet. Entre des journalistes, comme je disais, j'ai un bras droit, Clément, qui m'accompagne depuis 8 ans déjà. Plein de gens qui m'aident à créer le contenu dont je suis fier, mais tout seul, ce serait impossible. Donc ça, c'est important. D'ailleurs, tu n'es pas seul quand tu vas voyager. Tu es toujours accompagné. On est deux, c'est pas énorme. C'est une équipe de deux. J'ai déjà bossé j'ai eu la chance de travailler avec Jamy de C'est pas sorcier, idole de jeunesse. Ça, c'est un des avantages du métier. Tu rencontres des gens qui te font rêver. On était une petite dizaine sur le tournage. Là, c'est déjà plus imposant. Moi, j'aime le côté 2 parce qu'en fait, tu peux encore passer... plus inaperçu. Quand tu fais des interviews, c'est moins impressionnant. Parce que quand t'es dit, c'est que tu as une perche, un son, tout de suite, les personnes qui sont interviewées, ça peut faire peur et tout. Moi, j'aime le côté authentique de mes rencontres et j'aime me dire, la personne, elle peut... Bien évidemment, je lui explique que je suis youtubeur et tout, mais elle peut être un peu moins impressionnée, un peu plus détendue dans sa façon d'être et donc naturelle. Et c'est ce que je cherche aussi dans mes créations de contenu et de reportage. Mais voilà, j'aimerais avoir du soutien un peu plus fort des fois, tu vois, de par des subventions, des acteurs privés, même publics, je dirais. Franchement, ça m'étonnerait. Enfin, j'aimerais un jour me dire que on ait des vraies subventions, encore une fois, en dehors du CNC, pour créer des docus. Enfin, vraiment, je comprendrais le côté cahier des charges nécessaire, etc. Mais pour qu'on ait des moyens. Bien sûr, pour aller plus loin. Il y a plein de choses que je voudrais faire que je peux pas faire parce que c'est juste trop cher. Et d'ailleurs, est-ce que tu as déjà eu un problème pour rentrer dans un pays dans lequel tu voulais voyager ? Ça t'est déjà arrivé, problème de visa Je crois pas. Après, on va pas se mentir, des fois, il faut être un peu filou. Des fois, il faut être un peu filou et dire que tu viens en vacances quelque part, alors que tu sais que tu viens quand même un peu pour le travail. Mais le côté vacances, tout de suite, ça t'enlève beaucoup de barrières pour de nombreux pays. Parce qu'il y a des youtubeurs aujourd'hui qui se spécialisent dans le tourisme un peu plus dangereux, entre guillemets. Un peu plus dark tourism, etc. Un peu plus en dehors des sentiers battus. Toi, c'est quelque chose qui t'attire d'aller dans des zones effectivement un peu plus dangereuses, un peu plus difficiles ? Je sais pas si le côté danger peut m'intéresser, mais en tout cas, le côté casser des préjugés m'intéresse. Tu vois, l'Ouzbékistan, où je suis allé il y a pas longtemps, c'est un pays qui termine en stan par définition, Asie centrale. Beaucoup de gens, réaction spontanée, vont me dire « Waouh, c'est pas dangereux ?» Parce que c'est loin, parce que c'est Stan, c'est le Stan, voilà, t'as entendu Afghanistan, qui est juste à côté, c'est un pays voisin et tout.
L'Ouzbékistan, c'est un des seuls pays doublement enclavés dans le monde. Donc, tu as l'Afghanistan, Tadjikistan, des pays, tu n'entends pas trop normalement, donc tu as un peu peur. Mais en réalité, je suis allé là-bas et j'ai fait des vidéos. Mais enfin, genre. À l'Ouzbékistan, j'ai vu la vidéo, c'est magnifique. Ouais, et t'as vraiment, mais genre, pas l'once d'un moindre problème, danger qui peut arriver quand tu es là-bas en tant que touriste, etc. Donc j'aime ce côté casser des préjugés, casser des idées reçues. Pourquoi pas un jour aller en Afghanistan typiquement, mais c'est pareil, il y a quand même des. Moi, en tant que créateur et même en tant que personne, des fois, je me dis quelle est ma limite sur une destination que je vais mettre en avant. Par exemple, je suis végétarien, donc. Très Miss France, ce que je veux dire, mais la cause animale m'importe un minimum. Moi, j'aimerais beaucoup un jour aller dans les îles Féroé, mais les îles Féroé, ils butent des centaines de dauphins tous les ans suite à une énième c'est une tradition ancestrale, etc. Bon, je me dis, putain, ça me fait chier, quoi, parce que j'ai pas envie de promouvoir ça non plus. Mais à côté de ça, en France, on a aussi la corrida. Et tu vois, je veux pas mettre au même niveau tout ça, mais je me dis, aucun pays n'est parfait. Qu'est-ce qui fait que on doit y aller pour le promouvoir indirectement, mais pas en parler, etc. Moi, je parle tout le temps, en général, des problématiques, mais c'est vrai qu'en tant que créateur, on a aussi une responsabilité là-dessus. Et l'Afghanistan, il y a plein de problèmes par rapport à la place des femmes qui se font invisibiliser, etc. Mais c'est aussi en y allant sur place et en parlant que tu peux faire réfléchir les gens en France et même réfléchir les gens sur place peut-être en leur disant attends, mais c'est pas partout comme ça. Ça peut paraître bête pour nous, mais comme les femmes n'ont peut-être plus d'accès à l'information, etc., elles se sentent renfermées et peut-être que c'est aussi grâce à des rencontres avec des journalistes, des voyageurs, etc., qui se disent ouais, c'est pas normal. Enfin, en fait, c'est des vraies questions que je me pose comme tu le ressens, je pense. Non, bien sûr. Et j'ai pas de réponse parfaite non plus. Mais par contre, je me vois pas aller forcément demain sur le front en Ukraine comme certains youtubeurs l'ont déjà fait ou en Russie. Je pense que c'est pas ma place et c'est pas trop ma ligne édito. D'accord. Mais casser des préjugés, comme le Guatemala aussi. J'y suis allé en 2018, on me disait tu vas mourir, quoi. Mais il y a eu aucun danger. T'écoutes les gens, évidemment, quand ils te disent ne va pas dans ce quartier-là à partir de 22h, tu les écoutes et tu vas pas dans le quartier en question à partir de 22h. Mais j'aime bien casser les préjugés et les idées reçues. Et t'es déjà allé souvent en Afrique ? J'y suis allé quelques fois, quelques fois. J'ai fait un reportage notamment sur l'après-séisme au Maroc. C'était hyper intéressant. Et pareil, là, c'était vraiment aller au fin fond du Maroc, dans des villages qui étaient assez détruits. Et c'était pas forcément pour... c'était vraiment pour le côté partager qu'est-ce qui se passe. Parce qu'on en parle souvent, quand il y a une catastrophe, on en parle pendant 24 heures, 48 heures. Et après, on oublie. Et en fait, je voulais montrer qu'est-ce qui s'est passé 9 mois après. Est-ce qu'il y a des gens qui s'en sortent aujourd'hui ou est-ce que c'est encore la galère ? Et c'était assez intéressant. Et donc, pour 2025, c'est quoi tes projets, du coup En tout cas, j'ai pas forcément de projet de créer de jeux de société, etc. J'ai une réflexion de livre, pourquoi pas, que je pourrais faire un jour. Mais j'ai un peu le syndrome de l'imposteur sur l'écriture d'un bouquin. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Mais en tout cas, j'aimerais bien faire toujours plus de documentaires, de vrais reportages, on va dire. Comme je le disais, j'ai fait un docu sur la mer d'Aral qui vient de dépasser le 1 million de vues organiques sur YouTube. C'est 20 minutes où je parle d'un sujet qui me captive, qui est hyper intéressant. J'interviewe des locaux qui nous partagent des messages hyper intéressants d'un point de vue sensibilisation, parce qu'en fait, tout est lié au coton à l'époque de l'URSS. Ça, je trouve, c'est des histoires qui sont cool, des histoires qu'on oublie, qu'on apprend une fois vite fait en 4e ou en 3e au collège. Et tu reviens là-dessus. Et j'aime aller sur place et donner la parole aux gens qui ont connu ça, qui connaissent ça, des anciens pêcheurs, etc. Donc, j'aimerais faire toujours plus de documentaires, des formats un peu plus longs, vraiment très recherchés. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça prend beaucoup d'investigation et tout. Mais c'est ce que j'aimerais faire de plus en plus. Ok, et tu as des destinations en tête déjà ou pas ? Ouais, typiquement, mais ça peut être des sujets hyper divers et variés. Là, par exemple, bientôt, je vais aller au Québec pour notamment parler de comment le français peut rester une langue vivante dans un endroit qui est, par définition, anglo-saxon, partout envahi, quoi. Donc, c'est une sorte de combat discret qu'on peut voir. Et tu vois, c'est des sujets qui m'intéressent aussi. C'est vraiment trouver des petites thématiques qui m'intéressent sur un sujet et en faire un sujet général de 20 minutes. Donc avant des destinations, finalement, plus des sujets, des problématiques, quoi. De plus en plus, exactement. Bien sûr que j'aime mettre en avant l'Ouzbékistan, comme je l'ai fait sur une de mes vidéos, mais j'aime bien aussi mettre en avant des choses qui se passent en Ouzbékistan très spécifiques pour un peu ouvrir sur d'autres thématiques. Ça, j'aime beaucoup. Bah écoute, merci beaucoup Bruno. C'était un vrai plaisir d'échanger avec toi. Merci à toi d'avoir pensé à moi. Merci à tous les gens qui ont pu écouter. Oui, j'espère qu'on a été intéressant. J'espère aussi. Et puis pareil, comme je le disais en introduction, n'hésitez pas à liker, à commenter ce podcast si vous l'avez aimé. Et puis nous, on se retrouve dans un mois pour une nouvelle interview. Merci. Salut Bruno. À bientôt.